nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime spécial, meurtre chez les célébrités, vous propose ce soir 2 faits divers hors normes qui se sont déroulés sous les feux des projecteurs. Crime spécial, c'est tout de suite. Novembre 2004, Roland Giraud, acteur chéri des Français, s'inquiète. Sa fille, Géraldine, également comédienne, est partie en week-end avec sa petite amie Katia. Mais la femme de 36 ans ne répond plus à ses appels. Les jours passent et sans nouvelles, les familles des 2 jeunes femmes décident de signaler leur disparition. C'est alors le début d'une longue enquête aux multiples rebondissements qui va tenir en haleine les forces de l'ordre durant plus de 5 ans et bouleverser la France entière. Mais où sont passées Géraldine Giraud et son amie Katia? Les 2 jeunes femmes sont-elles en danger? Et pour quelles raisons quelqu'un s'en serait-il pris à elles? La pression médiatique sur Roland Giraud est extrême, mais il est surtout plongé entre l'angoisse, le chagrin immense de ne pas avoir de lien avec sa fille, de ne pas avoir de contact, et l'inquiétude. L'inquiétude est monstrueuse. Le 27 juillet 2003, à Vilnius, en Lituanie, Bertrand Cantat, célèbre chanteur du groupe noir Désir, appelle en pleurs le frère de la comédienne, Marie Trintignant, sa compagne. Une violente dispute vient d'éclater au sein du couple et la femme de 41 ans a perdu connaissance. Le frère de Marie se rend sur place et face à la gravité de la situation, il appelle les secours. Alors, que s'est-il vraiment passé entre ces 2 personnalités aimées de tous? Comment expliquer la violence de Bertrand Cantat envers la comédienne? Et qui se cache derrière le chanteur vedette? La France est coupée en 2. D'un côté, on a le clan Trintignant, de l'autre, le clan Cantat. Donc le clan Trintignant, c'est effectivement toute la famille Trintignant, le monde du cinéma. Et puis de l'autre, on a la famille Noir Désir, la famille Cantat. Et ça devient une affaire médiatique. Crime spécial, meurtre chez les célébrités, revient tout d'abord sur l'histoire de la fille du célèbre acteur Roland Giraud, Géraldine Giraud, et de sa petite amie, Katia L'Herbier. À l'automne 2004, la disparition brutale des 2 jeunes femmes va créer une véritable onde de choc dans l'Hexagone. Voici cette affaire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'un des faits divers les plus marquants de ces 20 dernières années. L'histoire de Géraldine et Katia, 2 jeunes femmes amoureuses dont la brutale disparition va créer un émoi sans précédent et passionner les foules. Car l'une des victimes n'est autre que la fille de Roland Giraud, l'un des comédiens préférés des Français. La pression médiatique sur Roland Giraud est extrême, mais il est surtout plongé entre l'angoisse, le chagrin immense de ne pas avoir de lien avec sa fille, de ne pas avoir de contact, et l'inquiétude. L'inquiétude est monstrueuse. Une affaire aux multiples rebondissements qui va mobiliser les services de police durant près de 4 ans. D'autant plus que le principal suspect ne va pas hésiter à mettre les nerfs des enquêteurs à rude épreuve. On comprend vraiment qu'il nous dit n'importe quoi et que cette enquête va être obligée d'aller chercher tous les éléments un par un. On ne peut rien avoir de lui, de lui-même, il ne donnera rien. Nous sommes à l'Apostole, une petite commune de 140 habitants, située non loin de Sens, dans l'Yonne, en Bourgogne. C'est un petit havre de paix à 200 km de Paris. C'est un ravissant village dans l'Yonne, mais c'est merveilleux. C'est au milieu des champs, il y a une église ravissante. Avec ses allures d'ancienne cité médiévale, l'Apostole a séduit le comédien Roland Giraud, qui y séjourne
dès qu'il en a l'occasion. Roland Giraud a acheté là-bas une belle longère classique. Enfin voilà, il l'a acheté dans les années 80 parce qu'on n'est pas très loin de la famille de sa femme. En effet, d'origine hollandaise, sa femme, comédienne elle aussi, a grandi dans la région. Elle l'a ensuite fait découvrir à son mari, qui a tout de suite été charmé. Car bien que propulsé au rang de star en 1985, suite au succès du film 3 hommes et un couffin, l'acteur conserve le goût des choses simples. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans le classement des comédiens, Roland Giraud est encore l'acteur préféré des Français. Donc c'est une personne qui a une forte notoriété, mais qui passe ses week-ends à la campagne, en famille, de façon discrète. C'est pas du tout quelqu'un que vous verrez s'exposer dans les magazines People, ni dans les soirées Jet Set. Ça n'est pas du tout, c'est l'inverse de ça. Un refuge, à l'abri des regards indiscrets, dont profite également sa fille unique, Géraldine, 36 ans. D'ailleurs, elle a prévu d'y passer le week-end de la Toussaint 2004, en tête-à-tête, avec sa nouvelle petite amie, Katia, 32 ans. Les deux filles sont tombées amoureuses 15 jours plus tôt. Katia vit à Sens, Géraldine vit à Paris, elle a un appartement dans le 18e. Mais dès qu'elle peut, Géraldine fait des allers-retours. Mais depuis la fin du week-end, les deux jeunes femmes ne répondent plus aux appels et ne sont pas retournées travailler. La famille de Katia s'alarme. Ils étaient inquiets parce que leur sœur donnait plus signe de vie, c'était tout à fait contraire à ses habitudes. Qu'elle s'était engagée notamment à emmener ses neveux ou l'un de ses neveux au cinéma, qu'elle n'était pas venue. Le 3 novembre 2004, 2 jours après le dernier signe de vie des deux amantes, la sœur de Katia signale donc sa disparition au commissariat de Sens. De son côté, Roland Giraud, lui aussi, panique. Je reçois un appel de mon client extrêmement anxieux me disant il n'y a plus de place sur la messagerie de Géraldine, donc de sa fille. Les appels, elle ne répond pas au téléphone. Je suis extrêmement inquiet, je suis certain qu'il est arrivé quelque chose. Il faut savoir que Roland Giraud parle à sa fille quasiment tous les jours. D'abord, c'est sa fille unique. Donc Roland Giraud tient énormément à sa fille. Sur les conseils de son avocate, le 5 novembre 2004, l'acteur signale à son tour la disparition de sa fille Géraldine au commissariat du 18e arrondissement de Paris. Mais alors, où sont Katia et Géraldine? Pourquoi ne donnent-elles plus de nouvelles? Ont-elles eu un accident? Sont-elles parties en voyage sans prévenir? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sombre? À Sens, l'enquête sur la disparition inquiétante de Katia et Géraldine débute. Pour retrouver les deux jeunes femmes, les policiers ne lésinent pas sur les moyens. Leurs domiciles sont fouillés, une battue est organisée, un hélicoptère survole même la région et des plongeurs sondent les mares et les étangs. Comme on a peur de la presse, on essaie de cacher à tout prix l'identité d'une des disparues. Et on met tout sur la voiture. Si bien que quand des affiches de recherche sont éditées, on ne cherche pas Géraldine ni Katia, on cherche une voiture. Mais les recherches ne donnent rien. La thèse de l'accident est donc écartée. Et les enquêteurs décident de s'intéresser au profil des deux disparus. À commencer par la comédienne Géraldine Giraud. Elle jouait avec son père, elle avait des petits rôles dans le cinéma et au théâtre, elle avait joué une pièce avec son papa. Mais en fait, elle cartonne en faisant des voix. Elle fait des voix de dessins animés, elle fait des voix de doublage, etc. Elle gagne plutôt bien sa vie. Quant à sa compagne, Katia L'Herbier, 32 ans, elle est originaire de Villeneuve-sur-Yonne, un petit village situé à 30 km de l'Apostole. Très attachée à ses racines, elle n'a jamais quitté la région. Katia a un boulot d'assistante sociale, grosso modo. Elle a vécu avec quelqu'un, elle est retournée chez ses parents, etc. Et puis depuis quelques mois, elle se dit, bah voilà, moi je veux retrouver un petit peu d'indépendance. Et donc Katia s'installe en colocation chez une femme qu'elle avait déjà fréquentée pour des leçons de chant, qui n'est autre que la tante de Géraldine Giraud. Le 14 octobre 2004, soit 2 semaines avant leur disparition, Katia fait la rencontre de Géraldine à Sens, dans l'appartement qu'elle partage avec la tante de la jeune femme,
que nous appellerons Chantal. La comédienne rendait régulièrement visite à la sœur de sa mère. Géraldine devait venir dîner chez elle et Katia L'Herbier était là, puisqu'elle était déjà en colocation. Elles prenaient leur repas très souvent ensemble. Donc Géraldine s'est jointe à elles deux. Et elles ont dîné toutes les trois. Entre Géraldine et Katia, le coup de foudre est immédiat. D'autant plus que les deux jeunes femmes ont en commun l'amour de la musique. Géraldine, comme Katia, a une passion pour la musique. Elle a essayé de percer dedans. Elle a fait un groupe dans les années 80-90 qui n'a pas bien marché, qui s'appelle Totem. Katia, elle aussi, est dans la musique. C'est une ancienne batteuse, elle a commencé à la batterie à 15 ans. Et ensuite, elle s'est mise au chant. Elle est chanteuse dans un petit groupe qui s'appelle Pondichéry, ils ont fait 2 titres. Dès lors, les deux jeunes femmes ne se quittent plus. Pour les enquêteurs, la priorité est désormais de déterminer leur emploi du temps pendant ce fameux week-end de la Toussaint. La police de Dijon est appelée en renfort. C'est le commandant Michel Cuneau qui prend la tête des opérations. Ce qu'on sait, c'est que le samedi, elles étaient ensemble à Sens, à l'appartement de Katia. Et ensuite, elles ont dû partir dans la soirée du samedi 31 octobre à l'Apostole. L'étude de la téléphonie confirme que Géraldine et Katia ont bien passé le week-end à l'Apostole, toutes les deux, avant de repartir comme prévu, le dimanche soir. Le dernier appel est à 20h10. Géraldine Giraud quitte apparemment le domicile de l'Apostole pour se rendre à Sens, toutes les deux. Et le téléphone est coupé. Et ensuite, on n'a plus aucune nouvelle. En épluchant les relevés bancaires, les policiers dijonnais constatent qu'elles ont bien repris la route, mais leur itinéraire ne correspond pas à leurs habitudes. L'enquête détermine rapidement que le 1er novembre, peu de temps après la coupure du téléphone, à Villeneuve-sur-Yonne, donc c'est-à-dire environ 30 km de l'Apostole, 2 retraits d'argent sont effectués. Géraldine Giraud retirait elle 240 €, Katia 70, et à un endroit où elles n'ont absolument pas lieu d'être. Parce que dans la plus grande des logiques, si elle quitte l'Apostole un dimanche soir, Géraldine doit retourner à Paris. Donc la logique serait qu'elle dépose Katia à Sens et qu'elle rentre ensuite chez elle. Elles n'ont rien à faire à Villeneuve-sur-Yonne. Un constat inquiétant, et pourtant le visionnage des caméras de surveillance semble confirmer leur présence. Mes collègues font des recherches et voient 2 silhouettes de jeunes femmes qui sont là à peu près à ces horaires-là, sans qu'on puisse d'ailleurs les distinguer nettement. Alors, s'agit-il bien de Géraldine et Katia? Pourquoi se seraient-elles retrouvées à cet endroit? Et surtout, les deux jeunes femmes sont-elles en sécurité ou courent-elles un réel danger? À l'hôtel de police de Dijon, sans autre piste à creuser, les enquêteurs surveillent attentivement les comptes et les téléphones de Géraldine et Katia. Et le 16 novembre 2004, 15 jours après leur disparition, la carte bancaire de Géraldine est utilisée dans un supermarché en Seine-et-Marne. Fait étrange, car aucune des deux jeunes femmes n'a d'attache dans la région. Le commandant Cuneau se rend sur place. On décide bien évidemment de monter pour visionner les vidéos d'enregistrement de ce supermarché du centre commercial. Et je fais appel à M. Giraud. Donc on passe l'après-midi à visionner l'ensemble des images enregistrées, notamment la caisse où les achats ont été faits. Mais il se trouve que cette caisse, par hasard, est derrière un pilier, dans l'ombre, et on ne voit pas, on ne distingue pas qui arrive à la caisse. Pour tenter d'obtenir plus d'informations, les policiers interrogent alors la caissière. La caissière se rappelle très bien de cet achat et elle nous dit spontanément, mais ce ne sont pas de jeunes filles, je me rappelle très bien, c'était un homme. Et en sa compagnie, on fait des recherches de nouveau, de visionnage, et au bout d'un moment, elle reconnaît formellement l'individu. Un homme qui a un caddie qui est plein, avec des vêtements, de la nourriture. Il est pris de haut, en 3/4, et on constate qu'il a une quarantaine d'années. Il est blond roux, un peu dégarni, plutôt mince, athlétique, et seul. Pour Roland Giraud, c'est un véritable coup de massue. Bon là, pour lui, immédiatement, il n'y a pas de doute, sa fille n'aurait jamais confié sa carte bancaire à un homme. Et donc si cet homme a les cartes bancaires, c'est qu'il les a volées.
À sa première intuition, il est persuadé même que sa fille est morte. Il se pose la question, il dit c'est impossible qu'elle ait disparu, elle est morte, on l'a tuée. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Il est extrêmement inquiet, son épouse est extrêmement inquiète également. Au même moment, la presse apprend l'identité des disparus et s'empare de l'affaire. Géraldine Giraud et Katia L'Herbier font la une de tous les journaux. Au-delà même du fait qu'il s'agit de la fille de Roland Giraud, ce qui évidemment rajoute quelque chose, l'engouement est immédiat parce qu'il y a disparition inquiétante. On est en quête. Où sont-elles, où sont-elles, où sont-elles? Les journalistes cherchent alors à tout prix à obtenir une interview du comédien qui se produit tous les soirs sur la scène du Théâtre des Variétés à Paris. La pression médiatique sur Roland Giraud est extrême, mais il est surtout plongé entre l'angoisse, le chagrin immense de ne pas avoir de lien avec sa fille, de ne pas avoir de contact, et l'inquiétude. L'inquiétude est monstrueuse. Mais il continue de jouer au théâtre chaque soir avec une dignité exemplaire. Pour les enquêteurs, il est urgent d'identifier l'homme du supermarché. Et la chance ne tarde pas à leur sourire. Car le jour même, la carte de Géraldine est à nouveau utilisée en Seine-et-Marne, cette fois dans une station-service. On peut visionner les images de cette personne et on constate qu'il s'agit du même homme qui prend de l'essence et il circule avec un véhicule type cabriolet qui est stationné. Et on aura le type de la voiture, la couleur de la voiture et un morceau de numéro d'immatriculation. Ce n'est pas le véhicule de Géraldine. Les policiers imaginent alors qu'il s'agit de celui du suspect et remontent sa trace. On part du principe que les retraits sont faits sur la Seine-et-Marne, les achats sont faits sur la Seine-et-Marne. On se concentre sur la Seine-et-Marne, sur les voitures qui pourraient exister du même type en Seine-et-Marne, et on détermine qu'il peut y avoir 7 véhicules qui correspondraient à celui qu'on a vu à la station-service. On fera ce qu'on appelle l'environnement de chaque année propriétaire. Il y en a 2 qui seront évacués immédiatement parce que ça ne correspond absolument pas. Et puis après les avoir vus, ils ne correspondent absolument pas à ce qu'on a vu sur les vidéos. Et il y en a un qui restera, c'est Jean-Pierre Trébert. Les enquêteurs se rendent alors au domicile de ce fameux Jean-Pierre Trébert. Mais il n'y a aucune trace de ses affaires. L'homme semble avoir déménagé. Il décide alors de se rendre sur son lieu de travail, un domaine agricole situé à Saveteux, en Seine-et-Marne. On voit la secrétaire, et on lui parle de Jean-Pierre Trébert. Elle dit effectivement, Jean-Pierre Trébert, on le connaît très bien, il a travaillé ici, mais il ne travaille plus là. Il doit travailler un peu plus loin, dans un autre village. En revanche, je le vois le matin, vers 7h30, je le vois passer. Je ne sais pas où il habite, mais il passe régulièrement le matin. Dès le jour suivant, le commandant Cuneau et son équipe planquent aux alentours de cette route, dans l'espoir de l'interpeller. Il est 7h du matin, ils veulent coincer ce type. Ils sont à 3 voitures banalisées. Par chance, le suspect ne tarde pas à se montrer. Il arrive à un stop près d'une nationale, donc le premier véhicule le serre et on l'interpelle. Jean-Pierre Trébert est très calme, il ne comprend pas. Quelqu'un qui est quand même très grand, musclé, athlétique, il ne se débat pas, il ne comprend pas. On fouille, on trouve un portefeuille et là, distinctement, on voit des cartes bancaires. Géraldine Giraud, Katia L'Herbier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça que vous m'interpellez, pas de problème. Très calme. Mais alors, Jean-Pierre Trébert serait-il un ami de Géraldine et Katia? Et pourquoi est-il en possession de leur carte bancaire? Au commissariat de Melun, 22 jours après la disparition de Géraldine et Katia, Jean-Pierre Trébert est placé en garde à vue. En attendant de l'auditionner, les enquêteurs se penchent sur son profil. Originaire de Mulhouse, en Alsace, l'homme de 41 ans est le cadet d'une fratrie de 3 enfants.
Il est issu d'un milieu modeste, son père est invalide de guerre, sa mère n'a jamais travaillé. Jean-Pierre Trébert a quitté l'école assez jeune. Il a travaillé en qualité de pépiniériste dans un premier temps. Après, il a monté une entreprise d'espace vert qui n'a pas très bien marché. C'est un homme qui est très proche de la nature, donc tout de suite, il va s'orienter sur des activités de plein air, de nature. Il connaît très bien la faune, la flore. Élagueur, garde-chasse, ouvrier agricole, Jean-Pierre Trébert enchaîne les expériences professionnelles et se révèle être un employé modèle. Tous les gens qu'il va approcher, qu'il va rencontrer, disent que c'est quelqu'un qui est plutôt serviable, courageux, qui travaille beaucoup. Il était bien considéré. Les personnes qui le connaissent bien parlent de quelqu'un d'assez rustre, assez froid, pas particulièrement violent, mais très renfermé. Mais c'est pas quelqu'un qui avait une mauvaise réputation. La nature représente un véritable refuge pour cet homme au physique atypique, qui a été moqué depuis sa plus tendre enfance. Jean-Pierre Trébert, il est desservi par son physique, avec ses oreilles décollées, il a pas l'air très avenant. Il a un petit défaut à l'œil. Il a d'ailleurs son surnom a bien souvent été non-œil. C'est qu'il n'est pas à lui rendre justice parce qu'en fait, il a un côté homme des bois mais qui finalement fonctionne plutôt bien avec les femmes. D'ailleurs, à 23 ans, Jean-Pierre Trébert fait la rencontre d'une femme de 7 ans son aîné. Et entre eux, c'est le coup de foudre. Ils se marient et ont une fille. Mais quelques semaines avant les faits, la vie du garde-chasse bascule. Il est à ce moment-là un peu en rupture de banc. C'est-à-dire qu'il est en pleine séparation avec sa femme. Comme il a quitté son employeur quelques mois plus tôt aussi, il a des problèmes d'argent. Donc il travaille effectivement au domaine comme ouvrier agricole, mais on est quand même sur des contrats relativement précaires. Il fait un petit peu de business aussi avec d'autres copains, mais c'est vraiment... il a pas d'argent à ce moment-là. Il a vraiment pas d'argent. À 40 ans, Jean-Pierre Trébert retourne vivre chez ses parents, à Villeneuve-sur-Yonne, à seulement 30 km de l'Apostole. Les enquêteurs décident donc de s'y rendre pour effectuer une perquisition. Mais ils ne trouvent aucune trace de Géraldine et Katia. Ils espèrent alors que l'audition du garde-chasse leur apportera des réponses. Il est très calme, il répond à nos questions, mais il invente. On sent qu'il a des théories surprenantes sur sa façon d'avoir rencontré les filles. Il dit qu'il les a connues, il est tombé en panne avec son véhicule, donc elles se sont arrêtées et l'ont pris en stop, ils ont sympathisé, et puis ensuite il nous a raconté toute une soirée passée à Paris. Et il va raconter une nuit de débauche en compagnie des deux femmes, complètement délirante, puisqu'il raconte qu'ils sont allés dans un bar. Alors il décrit ce qui pourrait être un pub irlandais. Dans ce pub irlandais, il rencontre deux hommes en noir, en costume noir, à qui Géraldine demande des faux papiers. Jean-Pierre Trébert explique qu'il a ensuite dormi dans un appartement parisien en compagnie des deux jeunes femmes avant de rentrer chez lui en train. Devant un tel récit, les enquêteurs sont stupéfaits. Comment Jean-Pierre Trébert, qui est assez rustre, qui est un jardinier bûcheron, qui n'a pas le même niveau social, ni les mêmes fréquentations, ni le même mode de vie que Géraldine Giraud, qui est comédienne, comment ces deux mondes opposés peuvent se rencontrer et surtout comment ils peuvent sympathiser. Quel atome crochu ils vont avoir tous les deux. Mais Jean-Pierre Trébert se veut rassurant. Il dit que Katia et Géraldine vont très bien, qu'il fait des courses pour elles, qu'elles veulent prendre un peu de large, qu'elles ont besoin de se mettre en retrait pour vivre leur histoire. Une version qui ne convainc pas les enquêteurs. À l'issue de sa garde à vue, le 25 novembre 2004, Jean-Pierre Trébert est donc mis en examen pour enlèvement, séquestration, vol et escroquerie. Il est placé en détention provisoire à la prison d'Auxerre. Mais contre toute attente, après plusieurs jours de détention, le suspect fait une révélation capitale.
Il nous dit qu'elles vont rentrer début décembre, il a rendez-vous avec elles d'ailleurs. Il va les retrouver, ils ont rendez-vous gare de Lyon, et donc il suffira d'être à la gare de Lyon pour les accueillir. Alors, Jean-Pierre Trébert dit-il la vérité? Géraldine et Katia se sont-elles volontairement absentées? Et surtout, seront-elles au rendez-vous? Gare de Lyon. À Paris, le 2 décembre 2004, dès l'aube, les abords de la gare de Lyon sont cernés. Un dispositif digne des plus grandes chasses à l'homme est mis en place. Après un mois de recherche infructueuse, les enquêteurs espèrent beaucoup de cette opération. Avec les services parisiens, avec les services de la police des frontières, enfin on est quand même très nombreux à la gare de Lyon. On reste la matinée, les trains arrivent, et il n'y a pas de Géraldine Giraud, il n'y a pas de Katia L'Herbier. Après 4 heures d'attente, les services de police comprennent que Jean-Pierre Trébert s'est joué d'eux. Cette surveillance de la gare de Lyon nous a particulièrement énervés parce qu'on comprend vraiment, on l'avait déjà ressenti durant la garde à vue, mais on comprend vraiment qu'il nous dit n'importe quoi, et ce qui l'arrange. Et que cette enquête va être obligée d'aller chercher tous les éléments, un par un. On ne peut rien avoir de lui, de lui-même, il ne donnera rien. L'espoir de retrouver Géraldine et Katia vivantes s'amenuise d'heure en heure. La tension est palpable. 4 jours plus tard, le juge d'instruction décide de réentendre Jean-Pierre Trébert. Il souhaite retracer son emploi du temps le jour de la disparition des 2 jeunes femmes. Et là, eh bien, il va nous dire j'étais chez moi à Villeneuve-sur-Yonne et j'ai travaillé dans mon jardin. Et pour ça, j'avais emprunté une pelleteuse à un de mes anciens employeurs. Alors évidemment, là, ça... On s'est regardé avec le juge, une pelleteuse, il n'y a rien de mieux pour faire un trou pour monter un décor. Persuadés de tenir une piste, les policiers organisent une nouvelle perquisition au domicile de celui que la presse surnomme désormais l'homme des bois. Jean-Pierre Trébert est présent et tous les médias français sont en ébullition. À partir de 13-14 heures, on sait qu'il se passe quelque chose à Villeneuve-sur-Yonne. Donc on débarque tous, c'est un convoi. On est juste en lisière de forêt et il y a une partie de cette forêt, un autre terrain qui appartient aussi à Trébert, qui est là boisé, qui n'est pas très bien entretenu, qui fait un peu penser à un maquis. Donc les enquêteurs pensent que la vérité elle est là, que les corps sont là, donc il faut retourner le terrain. Après 24 heures de fouilles, les enquêteurs font une première découverte troublante. On fait des recherches avec un détecteur de métaux qui réagit et en fouillant les cendres, on constate la présence de résidus électroniques, de téléphones et de clés. Finalement, on trouve des clés et on constate qu'elles appartiennent à Géraldine Giraud. Quelques minutes plus tard, le commandant Cuneau remarque la présence d'un puisard dans le jardin. Il a alors un pressentiment. On peut voir l'intérieur sommairement et on constate effectivement qu'il y a des pierres. Donc je demande au conducteur de la pelleteuse quel est l'intérêt d'avoir des pierres dans ce puisard. Il dit normalement il n'y a pas de pierres dans un puisard. Et en même temps, Jean-Pierre Trébert nous voit. Et alors qu'il nous tourne le dos, il est constamment en train de nous regarder. Donc son attitude est bizarre. Pour la première fois, je vois que Jean-Pierre Trébert paraît inquiet. Finalement, on réussit à pousser le couvercle et à ce moment-là, on ressent, moi je ressens une odeur pestilentielle. En y regardant de plus près, les policiers voient un bout de tissu dépassé de l'une des pierres. Il y a un des gars qui descend et ils ont une pierre, 2 pierres, 3 pierres et puis ils tombent sur un pied. Pour toutes les forces de l'ordre présentes, c'est le choc. Il faut désormais démonter le puisard au plus vite. L'opération est délicate. Après plusieurs heures d'intervention, les enquêteurs découvrent les corps dénudés de Géraldine et Katia, sous 400 kilos de pierres. Elles sont ligotées, elles ont du ruban adhésif autour de la bouche, autour du nez. On ne sait pas trop s'il y a eu un rite quelconque. C'est très bizarre. Elles n'ont pas de traces de coups de couteau, elles n'ont pas de traces de plaies apparentes.
Il n'y a rien extérieurement qui laisse à penser les causes de la mort. Et à ce moment-là, on a la réaction de Jean-Pierre Trébert qui s'approche du trou et qui dit « Putain, il les a tués ». Une phrase qui ne trompe personne. Les enquêteurs ne sont pas dupes, ils s'attendent à cette réaction et ils pensent que Trébert a mûrement réfléchi en prison ce moment fatidique et ce qu'il allait dire. Dans la foulée, le juge annonce la terrible nouvelle aux familles de Géraldine et Katia. Le soir même, Roland Giraud doit se produire sur la scène du Théâtre des Variétés. Il rentre en scène 2 heures plus tard, il doit être 19h, je crois que son spectacle est à 20h30, et il tombe. Il tombe par le choc, parce qu'il se dit s'il y a 2 corps, ben voilà, elles sont mortes, c'est fini. Le pire, ce qu'on craignait est arrivé. Et ça a été un cauchemar pour lui. Et il décide de monter sur scène. Donc il fait partie de ces comédiens qui ont eu à vivre ça et qui décident de monter sur scène. Et il le dira plus tard, il dira si on ne monte pas sur scène, on n'y montera plus jamais. Alors, dans quelles circonstances Katia et Géraldine ont-elles été tuées? Pourquoi leur avoir infligé de tels sévices? Jean-Pierre Trébert est-il le seul responsable de leur mort? À Villeneuve-sur-Yonne et l'Apostole, Katia et Géraldine sont inhumées respectivement les 18 et 20 décembre 2004. La foule est venue en nombre soutenir les familles des victimes. C'était dur, mais en même temps très beau. Et M. Giraud? Il était très triste et en même temps très digne. Quelques jours plus tard, à Dijon, les conclusions de l'autopsie arrivent sur le bureau des enquêteurs. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de violence sexuelle. Par contre, les poumons étaient dans un drôle d'état. Elles avaient sur le visage une espèce de masque qui faisait que seul le nez était apparent. Elles ont été asphyxiées, elles ont absorbé un gaz qui les a détruits et qui pourrait s'assimiler à du gaz moutarde de la guerre de 14. Plusieurs tests toxicologiques sont alors réalisés, mais aucun gaz ne correspond. Les enquêteurs sont dans une impasse. Ils décident donc de diffuser un appel à témoins pour déterminer la nature du fameux gaz. Et coup de chance, Luc Avissot, un officier chargé de la chasse des loups, y répond. En rentrant un soir, je passe devant la télé à la maison et j'entends ce fait divers horrible d'un double homicide commis vraisemblablement par un garde-chasse et en tout cas que les victimes auraient inhalé un gaz toxique. Pour moi, c'était évident comme au milieu de la figure, chloropicrine. C'était un gaz qui a été utilisé jusqu'au début des années 80 pour détruire les terrets de renards. Donc je me suis dit, je suis à peu près sûr de mon coup, je vais appeler le juge. Sachant qu'ils tiennent une piste, les enquêteurs interrogent plus longuement le louvetier pour qu'il leur en dise plus sur ce gaz mortel. Il y a un arrêt respiratoire dans les 30 secondes qui suivent, et syncope, puis ensuite décès. Après vérification, Géraldine et Katia ont bien été asphyxiées à la chloropicrine. Mais les experts scientifiques ne trouvent aucune trace de ce gaz dans la maison de Jean-Pierre Trébert. Les 2 jeunes femmes n'ont donc pas pu être tuées sur sa propriété. Les enquêteurs se demandent alors si celui que l'on surnomme l'homme des bois n'aurait pas été aidé d'un complice. D'autant plus que le mobile semble mince. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a utilisé le carte bancaire pour faire des courses et faire des achats. Donc forcément, à son niveau, c'était crapuleux. En tout, Jean-Pierre Trébert aurait dépensé 2 314 € pour des achats du quotidien, tels que des courses alimentaires et vestimentaires, ainsi que des pleins d'essence. On ne tue pas les gens pour 2 000 €. Parce qu'il n'a pas dépensé grand-chose avec les cartes. Alors vous me direz qu'il n'a peut-être pas eu le temps. Mais si, il avait le temps. Il aurait pu vider les comptes, Malgré tout, le 20 décembre 2004, Jean-Pierre Trébert est mis en examen pour assassinat. Alors, l'homme de 41 ans a-t-il bénéficié de l'aide d'un complice? Et si c'est le cas,
De qui s'agit-il? À Dijon, après la mise en examen de Jean-Pierre Trébert, les services de police veulent vérifier que le garde-chasse a bien agi seul. Ils se repenchent alors plus attentivement sur les achats effectués par celui que la presse surnomme l'homme des bois. Quand il va faire des courses, quand il claque avec les cartes bleues de Géraldine et de Katia, c'est pas pour lui, c'est très peu pour lui. Quand il va au supermarché, il y avait des couches. Or, le suspect n'a pas de bébé. Mais ces relevés téléphoniques vont mettre les enquêteurs sur une piste. Jean-Pierre Trébert appelle régulièrement une femme que nous appellerons Laetitia, mère d'un bébé. Il l'appelle non-stop. Toute sa téléphonie raconte qu'après le meurtre, il l'appelle sans cesse. Le 2 novembre, il y a 13 appels téléphoniques entre eux, entre Jean-Pierre Trébert et Laetitia, sur leurs téléphones portables respectifs. La jeune femme vit au Châtelet en Brie, une petite commune de Seine-et-Marne, non loin du supermarché où les achats ont été effectués. Et elle est la compagne d'un homme que nous appellerons Francis, au casier judiciaire bien rempli. C'est un mec qui a fait de la prison pour des chèques volés, c'est un magouilleur. C'est un petit magouilleur, mais c'est un magouilleur. C'est en 2003, un an avant les faits, que Jean-Pierre Trébert a fait la rencontre de Laetitia et Francis. À l'époque, ils sont voisins et le couple tient une salle des fêtes très lucrative. Jean-Pierre Trébert est attiré par les lumières de cet individu, c'est champagne, c'est des fêtes. Il aime bien cette ambiance-là, il se plonge là-dedans. Cet homme a une facilité à épater Jean-Pierre Trébert à tel point que Jean-Pierre Trébert va finir par travailler pour lui. Le garde-chasse devient alors son homme de main. Mais quelques mois avant la disparition de Géraldine et Katia, Francis est à nouveau incarcéré. Il fait alors promettre à Jean-Pierre Trébert de prendre soin de sa femme et de son fils. D'autant que la salle des fêtes est mise en liquidation judiciaire et que Laetitia se retrouve dans une situation financière critique. C'est de là, à mon avis, que vient, pour moi, le scénario qui tient le plus la route. Pourquoi cette disparition intervient le 1er novembre? Qu'est-ce qui se passe le premier jour du mois? On paye ses traites. Et l'ami, comme Trébert, ils n'ont rien. Et le 1er du mois, il y a tout qui tombe. Donc il faut trouver de l'argent. Très vite, Laetitia est convoquée à son tour au commissariat pour être entendue. Et elle livre un détail crucial sur l'attitude de Jean-Pierre Trébert durant ce fameux week-end de la Toussaint. Ce 2 novembre au matin, il est au téléphone, il a l'air très très excité. D'ailleurs, cette femme le dira, il est très excité ce matin-là, il a plein de choses à dire, à faire, etc. Il dit, il faut qu'on se retrouve ce soir. Et il va lui rendre visite effectivement le soir même. Mais très vite, il lui pose une question qui est combien on peut retirer avec une carte bleue. Elle lui explique comment ça fonctionne, le mode opératoire d'une carte bleue, comment retirer de l'argent, comment payer en carte bleue. Deux choses que Jean-Pierre Trébert ne savait pas faire. Donc Laetitia, à son insu, aide Jean-Pierre Trébert, sans le savoir, à utiliser les cartes bleues des deux victimes. Mais rien ne permet d'indiquer que Laetitia est directement liée au meurtre des deux jeunes femmes. Elle aurait simplement profité de l'argent récolté par le vol de leur carte bleue. Reconvoqué par le juge d'instruction, Jean-Pierre Trébert disculpe immédiatement Laetitia. Mais il va faire une révélation des plus surprenantes. Géraldine Giraud lui aurait confié un lourd secret de famille. Géraldine lui parle également d'une rumeur qui a circulé au sein de sa famille, au terme de laquelle elle aurait subi des attouchements de la part de son père. Une déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Roland Giraud est immédiatement convoqué à Sens pour être entendu. Le comédien confirme alors aux enquêteurs l'existence de cette rumeur et leur explique son origine. Au mois d'août 2004, Géraldine appelle son père et lui dit « Papa, c'est une catastrophe. La tante dit que tu aurais eu des attouchements sur moi,
Vous imaginez le tremblement de terre dans la famille. Et à ce moment-là, évidemment, Roland Giraud prend immédiatement sa voiture, fonce à la campagne et a une explication tout à fait claire avec sa belle-sœur, au cours de laquelle il dit « mais qu'est-ce qui peut te faire dire ça ? C'est inacceptable, etc. » Et elle présente ses excuses. Depuis là, l'incident est clos. Mais pour les policiers, si l'homme des bois avait connaissance de cette histoire, c'est forcément que Chantal, la tante de Géraldine, l'en avait informé. La version de Trébert, ce serait la version de la tante de Géraldine Giraud. On a l'impression qu'il n'a jamais rencontré Géraldine, mais par contre qu'on lui en a parlé. Les enquêteurs soupçonnent alors Chantal d'être impliquée dans le double assassinat. D'autant plus qu'une troublante découverte dans la cave de son domicile va venir appuyer cette hypothèse. Mes collègues, les premiers intervenants, m'ont appris plusieurs mois plus tard qu'ils avaient vu un chat. Lorsqu'ils étaient venus la première fois, un chat était mort dans cette cave et on sait que la chloropicrine stagne pendant plusieurs jours au ras du sol avant de disparaître. Et il y avait une odeur pestilentielle également dans cette cave. Et on imagine à ce moment-là, que les deux femmes ont été gazées à cet endroit-là avant d'être transportées. Alors, Chantal est-elle à l'origine de la tragique disparition des deux jeunes femmes? Connaissait-elle Jean-Pierre Trébert? Et surtout, pourquoi aurait-elle voulu du mal à Géraldine et Katia? Au commissariat de Sens, au vu de ces nouveaux éléments, les enquêteurs décident de se pencher sur le profil de Chantal, originaire de l'Aube et fille d'agriculteurs immigrés de Hollande. Elle est la petite sœur de la mère de Géraldine Giraud. Comme elle rêve de briller sur les planches. Mais c'est dans la musique qu'elle a trouvé sa vocation. Elle est partie très tôt. Elle est partie à 17-18 ans de chez elle. Elle est partie vivre en Allemagne. Donc, elle s'est retrouvée chanteuse lyrique. Elle s'est mariée. Mais à un moment donné, elle n'a plus de boulot comme chanteuse lyrique. Elle a 50 ans. Elle a cotisé nulle part parce qu'elle a bossé en Allemagne. Et elle rentre. Et c'est Roland Giraud lui-même qui va trouver l'appartement et l'installer là. Pour subvenir à ses besoins, Chantal donne alors des cours de chant dans la région. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Katia L'Herbier, son élève, à qui elle propose de devenir sa colocataire pour l'aider à payer le loyer. Le duo est alors en parfaite harmonie. Mais c'était sans compter sur la venue de Géraldine, qui fait de l'ombre à sa tante. Géraldine, elle bosse, elle travaille, elle gagne sa vie, elle est autonome. À côté de la tante qui vit dans l'Yonne, qui ne travaille pas, qui a une carrière ratée, et dès que Roland Giraud l'aide pour un casting ou l'aide auprès d'un producteur, ça se termine jamais bien. Donc forcément, c'est très compliqué pour la tante de, je dirais, vivre sa vie d'artiste à côté de personnes qui sont finalement des gens qui ont un succès discret mais un succès tangible. Le 1er mars 2005, 6 mois après la tragique disparition de Géraldine et Katia, Chantal est interpellée et son domicile est perquisitionné. Une découverte va alors mettre les policiers sur la piste d'un triangle amoureux. On va trouver une lettre un peu curieuse. Une lettre qui laisse à penser que Géraldine Giraud était un peu venue piétiner les plates-bandes de sa tante, en établissant des rapports amoureux intimes avec Katia L'Herbier. Les enquêteurs commencent à se dire, mais est-ce que finalement cette histoire d'amourette n'est pas allée trop loin? Est-ce que finalement la tante n'est pas amoureuse en secret de Katia? Et finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas commandité une correction qui aurait mal tourné? Pourtant, le 20 décembre 2004, quelques jours seulement après la découverte tragique des corps des deux jeunes femmes, Chantal faisait l'éloge du couple formé par Géraldine et Katia devant les caméras de télé. Je pense qu'elles auraient toutes les deux fait beaucoup de choses en fait. Je pense vraiment qu'elles s'étaient trouvées pour réaliser beaucoup de choses. Et c'est ça qui me fait le plus mal encore dans tout ça. Je veux dire, tout est terrible, mais elles auraient, ce serait
bien entendues et elles auraient fait plein de choses. Elles se complétaient. Mais lors du passage des experts scientifiques au domicile de la chanteuse, des traces d'un dérivé de la chloropicrine sont retrouvées dans sa cave, sur des chiffons. L'étau se resserre alors sur Chantal, d'autant que l'enquête de voisinage vient confirmer la thèse selon laquelle cette cave serait la scène de crime. Ses voisins disent que dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre, ils ont entendu des voix d'hommes extrêmement bruyantes, une bagarre avec des femmes qui essayaient de se libérer et comme des femmes qu'on empêchait de crier. Mais pendant sa garde à vue, Chantal, terrifiée, nie toute implication dans le meurtre de sa nièce et de sa colocataire. Les enquêteurs cherchent alors à prouver qu'elle connaissait Jean-Pierre Trébert. Dans le dossier, il n'y a absolument aucun élément qui fait le lien entre Chantal et M. Trébert. Aucun élément matériel. On a exploré la piste téléphonique, aucune correspondance, aucun témoin qui ne fait le lien, aucun élément. Chantal est donc remise en liberté. L'enquête piétine. Mais 8 mois plus tard, le travail de fourmi effectué par les policiers va finir par payer. Il y a une reconnaissance opérée par une tenancière d'un café à Fontainebleau qui dit que ma cliente s'est retrouvée à la même table que l'ami de M. Trébert et M. Trébert lui-même. La première quinzaine du mois d'octobre 2004, un après-midi aux alentours de 14 ou 15 heures. À un moment donné de la conversation, ma cliente leur a dit on n'est pas tranquille ici, on ne peut pas parler, on ferait mieux d'aller ailleurs. La tenancière va décrire la façon dont elle est habillée, et notamment un manteau de fourrure très particulier. Et ce manteau de fourrure, on va le retrouver. C'est un manteau de fourrure qui appartient à la mère de Géraldine, qu'il avait prêté à sa sœur. Fort de ce nouvel élément, le 25 novembre 2005, Chantal et Laetitia, l'amie de Jean-Pierre Trébert, sont mises en examen pour complicité d'assassinat et recel d'escroquerie. Alors, la tante de Géraldine finira-t-elle par s'expliquer? Avec Laetitia, sont-elles complices de Jean-Pierre Trébert? Et comment se déroulera la confrontation entre les trois protagonistes? Au tribunal de Sens, le 17 février 2006. 1 an et demi après la disparition de Géraldine et Katia, une confrontation est organisée entre Jean-Pierre Trébert, Chantal, Laetitia et les témoins, les ayant vus ensemble. En France, confrontation capitale aujourd'hui dans l'affaire Giraud. La tante de Géraldine Giraud connaît-elle Jean-Pierre Trébert, le principal suspect du meurtre de la jeune femme et de son amie Katia L'Herbier? Dans le bureau du juge, les débats sont houleux. La confrontation dure près de 10 heures, sans pour autant aboutir sur quelque chose de solide. En réalité, personne n'était d'accord entre la tenancière et ses deux serveurs. Déjà sur la couleur des cheveux, ensuite sur la façon dont elle était coiffée, ensuite sur ce qu'elle avait commandé et la situation géographique où il se plaçait dans le café. L'accusation s'effrite, d'autant plus qu'aucun élément ne vient conforter l'hypothèse d'une vengeance amoureuse de la part de la tante de Géraldine. On n'a jamais réussi à démontrer d'ailleurs qu'elle était portée sur les femmes. Jamais. On n'a jamais trouvé une femme qui est venue nous dire j'ai eu des rapports avec cette dame. Quant à la présence de chloroforme dans la cave de Chantal, son avocat a une explication. Ce qu'on a oublié de retenir, c'est que cette cave était commune. Et qu'en réalité, c'est un locataire antérieur qui avait gazé, ça a été prouvé, hein, qui avait gazé les puces ou les pucerons qu'il y avait là-dedans, avec des insecticides, enfin, dont la composition incorporait le chloroforme, donc on a fait un amalgame. De même, après de plus amples investigations, les cris entendus par les voisins de Chantal durant le week-end de la Toussaint auraient en réalité une toute autre origine.
Les cris qui ont été entendus provenaient d'un film qui était regardé par des voisins qui visionnaient, je crois, un film un peu horrible, La Momie. Vous voyez, il y a des explications à tout. Le juge estime alors que les charges à l'encontre de Chantal sont insuffisantes et l'enquête concernant Laetitia n'est pas plus fructueuse. Un non-lieu est donc prononcé et le 26 février 2006, après 3 mois de détention, les 2 femmes sont libérées. Un coup dur pour les enquêteurs. À chaque fois dans cette affaire, on a l'impression d'être au bord de la vérité, mais que on n'arrive pas à aller plus loin. Mais l'avocate des parents de Géraldine ne compte pas en rester là. Convaincue de la culpabilité de Chantal et Laetitia, elle fait appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Je trouve que Jean-Pierre Trébert est trop informé sur Géraldine. Je trouve que Jean-Pierre Trébert connaît beaucoup trop de choses. Et je trouve que Jean-Pierre Trébert utilise des mots qui sont les mêmes que ceux de la tante. Le 10 février 2009, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu. Après plus de 4 ans d'enquête acharnée, Jean-Pierre Trébert se présentera donc seul devant la cour d'assises de Lyon. Alors, comment se déroulera ce procès tant attendu? Lèvera-t-il le voile sur les parts d'ombre de ce terrible assassinat? Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais l'homme des bois leur réserve des surprises. Le 8 septembre 2009, 5 ans après l'incarcération de Jean-Pierre Trébert, un véritable coup de théâtre va venir donner une toute autre dimension à cette affaire déjà très médiatisée. Jean-Pierre Trébert s'est donc évadé aujourd'hui de la prison d'Auxerre. Il était en détention provisoire dans l'attente d'être jugé pour le double meurtre de Katia L'Herbier et de Géraldine Giraud. Extraordinaire. Extraordinaire. Il s'est tiré. En effet, le garde-chasse a réussi à échapper à la surveillance de l'administration pénitentiaire grâce à un stratagème tout bête. Son évasion, elle est d'une simplicité mais confondante, quoi, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il fabrique des cartons à la prison, donc il a du boulot. À midi, il s'est mis dans un carton, quoi. Il s'est livré tout seul. Il attend la pause de midi, il sort de son carton, et là commence la cavale la plus délirante de ces 50 dernières années, quoi. Le personnel de la prison a mis près de 8 heures à s'apercevoir de l'absence de Jean-Pierre Trébert. Un scénario incompréhensible pour le commandant Cuneau. Je suis en colère. Je suis en colère. On a mis 4 ans d'enquête, et il est confié et il s'enfuit. C'est inadmissible. Le temps presse, car l'homme des bois a pris une importante longueur d'avance sur les services de police. Un dispositif digne des plus grandes chasses à l'homme est alors immédiatement mis en place pour le retrouver. Le RAID et le GIGN sont appelés en renfort. Personne ne sait où il est, et puis Trébert, on a l'impression qu'il est invulnérable. Il est à la fois invisible, mais tout le monde l'aperçoit quelque part. Il y a plein de signalements, il faut les vérifier à chaque fois. On dit qu'il est terré dans une cabane, dans un refuge, qu'il peut le cacher dans une grotte. Trébert, oui, il va devenir l'ennemi public numéro 1 pendant de très très longues semaines. La cavale de Trébert fascine l'opinion publique. Surtout qu'il n'hésite pas à narguer les forces de l'ordre en écrivant à la presse pour clamer son innocence. Tout le monde imagine alors que l'homme de 47 ans survit en pleine nature. Il se vante même de ses exploits auprès de sa nouvelle petite amie, une visiteuse de prison. Il trouve le moyen de faire des lettres à sa petite copine, en lui racontant sa cavale. Il vole des pommes, il raconte l'hélicoptère qui tourne au-dessus de lui, il se balade au milieu des sangliers pour échapper aux chiens qui le traquent, etc. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils ne croient pas que Jean-Pierre Trébert puisse vivre ainsi dans la forêt sans aucune aide extérieure. Un logement situé à Melun en Seine-et-Marne attire alors leur attention. Les personnes de son environnement ont été surveillées et on a constaté que certaines se rendaient dans cet immeuble. Donc voilà,
Et de fil en aiguille, ça a permis de déterminer qu'il était dans cet appartement. Le 20 novembre 2009, après 74 jours de cavale, Jean-Pierre Trébert y est finalement interpellé. J'ai dit, alors tu me reconnais, Jean-Pierre? Il m'a dit, toi, je t'oublierai jamais. Mais d'un air, c'était pas sympathique. Hein. Il est repris, ça fait quand même, je crois qu'il était en cavale pendant 2 mois. Donc, oui, il est fortement en colère, oui, parce que je pense qu'il espérait partir ailleurs, hein, quitter la région. Il est aussitôt transféré à la prison de Fleury-Mérogis et placé à l'isolement. Mais 3 mois plus tard, le 20 février 2010, l'ultime rebondissement de cette affaire intervient. Jean-Pierre Trébert est retrouvé pendu dans sa cellule à peine 2 mois avant son procès, tant attendu. Il avait passé 5 ans à la maison d'arrêt d'Auxerre. Petite maison d'arrêt, il pouvait se sentir chez lui en quelque sorte. Bon, je force un peu le trait, mais... On l'incarcère à Fleury-Mérogis, la plus grande maison d'arrêt d'Europe. Il est au quartier disciplinaire, tout seul, il voit personne. Et il se pend au petit matin, vous savez. Quand les cauchemars de la nuit ne sont pas encore évaporés. Pour les familles de Géraldine et Katia, c'est une immense déception. C'est dramatique parce que quand on a un prévenu ou un accusé qui se donne la mort, il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus de procès. Parce qu'il y a une extinction de l'action pénale, de l'action publique. Donc c'est dramatique pour la famille Giraud, c'est dramatique pour la famille L'Herbier. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là, quoi. Bon, il était jusque-là parce qu'en fait, il s'est puni lui-même. Il s'est donné la peine maximum. Je pense qu'il n'a pas osé, affronter le procès, enfin, affronter l'audience. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, il avait dit qu'il serait présent. C'était un mensonge de plus. Le garde-chasse reste donc présumé innocent pour l'éternité. Et il emporte avec lui toute la vérité sur cette terrible affaire. Le mystère de leur mort reste entier. On ne sait pas pourquoi elles sont mortes, où elles sont mortes, et vraiment qui est à l'origine de cette mort. Donc en fait, on ne sait pas grand-chose. Ce qui m'en reste, c'est un goût très amer, parce que c'est un échec. C'est évident qu'on a échoué dans cette affaire. Aujourd'hui, les années ont passé. Mais cette terrible affaire reste ancrée à jamais dans l'esprit des Français et de tous ceux qui ont tenté de faire éclater la vérité sans jamais pouvoir y arriver. C'est un dossier qui marque. On ne peut pas rester insensible à un dossier comme ça. Je crois qu'il n'y a pas un jour ou une semaine où je n'y pense pas. Par rapport au fait qu'on a 2 femmes qui sont mortes dans des conditions abjectes, et puis en réalité, on ne sait même pas si elles ont souffert, si elles n'ont pas souffert. Quant aux parents de Géraldine et Katia, ils ont dû se résoudre à ne jamais pouvoir affronter le meurtrier présumé de leur fille. L'absence de leur enfant leur procure chaque jour une douleur immense et leur deuil est impossible. Quand on perd d'une manière aussi épouvantable un enfant qui est plus jeune que vous, c'est pas la nature. La nature veut que les parents partent avant les enfants. Crime spécial, meurtre chez les célébrités, vous raconte à présent le destin tragique de Marie Trintignant, une comédienne adulée des Français, dont la vie va soudainement basculer un soir d'été 2003. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez replonger dans une tragédie survenue à plus de 2000 km de la France et qui a bouleversé toute une population au-delà des frontières. L'histoire d'un amour passionnel entre 2 personnalités aimées de tous qui a soudainement viré au drame.
La France est coupée en deux. D'un côté, on a le clan Trintignant, de l'autre, le clan Cantat. Donc le clan Trintignant, c'est effectivement toute la famille Trintignant, le monde du cinéma. Et puis de l'autre, on a la famille Noir Désir, la famille Cantat. Et ça devient une affaire médiatique. Nous sommes à Vilnius, capitale de la Lituanie, à plus de 2000 km de Paris. Avec ses 500 000 habitants, cette métropole européenne conserve une richesse architecturale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vilnius est une ville assez étrange, un peu coupée en deux, entre un cœur historique effectivement très beau, et puis qui est entouré de quartiers qui ont été construits par les soviétiques, qui sont des quartiers de barres d'immeubles pas forcément très sympathiques. La ville accueille le tournage d'un téléfilm consacré à la vie de Colette. La comédienne Marie Trintignant, dirigée par sa mère, Nadine, incarne le rôle de la célèbre romancière. Colette est tournée à Vilnius tout simplement parce que les coûts sont moindres, les techniciens, les décors, tout est moins cher en Lituanie. Alors que le tournage bat son plein, le dimanche 27 juillet 2003, la ville va devenir le théâtre d'un drame retentissant. Il est 5 h du matin lorsque Bertrand Cantat, leader du groupe Noir Désir et compagnon de Marie, appelle Vincent Trintignant, le frère de la comédienne. Ce dernier, assistant réalisateur sur le film Colette, se trouve également à Vilnius. Le chanteur lui explique qu'une violente dispute vient d'éclater entre lui et Marie. Inquiet, Vincent se rend alors à l'hôtel où réside le couple. Cantat l'attend en bas, il fume des cigarettes là devant l'hôtel en tournant en rond. Il est très agité, Trintignant ne comprend pas forcément tout ce qui s'est passé, il le fait rentrer dans la chambre. Marie est dans la pénombre, il a recouvert son corps d'un drap, donc on voit juste la tête. Et Cantat lui dit non, ne t'inquiète pas, tu vois, elle dort. Vincent Trintignant a estimé que sa sœur dormait et il est reparti. Et effectivement, quand il revient au petit matin, il se rend compte de la gravité de son état, il se rend compte des ecchymoses qui sont présentes sur son visage. Et là, d'un seul coup, il se panique. Vincent essaie alors de réanimer Marie, en vain. À 7 h du matin, il appelle donc les secours. À leur arrivée, la comédienne de 41 ans ne répond toujours pas. Elle est donc transportée d'urgence à l'hôpital. La première chose que font les médecins, c'est d'évaluer la profondeur de son coma, puisqu'elle est totalement inconsciente. Il faut rapidement opérer pour évacuer l'œdème cérébral et redonner de l'espace au cerveau, parce que sinon elle risque de mourir. Quelques minutes plus tard, prévenue par son fils, la réalisatrice Nadine Trintignant arrive à l'hôpital de Vilnius. Horrifiée par l'état de sa fille, elle s'en prend alors à Bertrand Cantat, qu'elle tient pour responsable. Il y a une altercation assez vive entre Nadine Trintignant et Bertrand Cantat. Et elle demande dans des termes très violents à Bertrand Cantat de partir. Donc évidemment, c'est de sa faute. Alors que Marie est au bloc opératoire, la famille Trintignant, encore sous le choc, décide d'alerter le commissariat central de Vilnius. La police part immédiatement à la recherche du chanteur. Quand les policiers vont à l'hôtel pour récupérer Bertrand Cantat, il est en état de prostration totale. Tout laisse à penser qu'il a essayé en tout cas de se suicider. Et donc il a avalé des cachets, il s'est mis dans la baignoire. Inconscient, le chanteur est conduit à son tour en urgence à l'hôpital. Mais alors, que s'est-il passé entre Bertrand Cantat et Marie Trintignant? Comment ce couple de stars en est-il arrivé là? Vous allez voir que ce drame va faire l'effet d'une bombe auprès de la population française. À Vilnius, alors que Marie Trintignant et Bertrand Cantat sont tous les deux à l'hôpital, les policiers lituaniens procèdent aux premières constatations dans leur chambre d'hôtel. Et les policiers découvrent très vite que dans la suite occupée par Bertrand Cantat et Marie Trintignant, il règne un désordre indescriptible. Devant un tel chaos,
Les enquêteurs se disent qu'il y a fort à parier, que quelqu'un ait entendu quelque chose. Ils interrogent alors le voisin de palier. C'est un Anglais, donc il a entendu des cris, il a entendu un couple se disputer, mais ne comprenant pas le français, il est incapable de dire aux policiers de quoi il s'agissait et sur quel sujet se disputait le couple. Au même moment, en France, la terrible nouvelle fait la une des journaux télévisés. Marie Trintignant est depuis hier dans le coma dans un hôpital de Vilnius en Lituanie. Pour l'instant, on sait simplement que l'actrice s'est violemment disputée avec son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat du groupe Noir Désir. En apprenant l'épouvantable drame qui s'est joué à Vilnius, la France est sous le choc. C'est un fait totalement inattendu. Peu de gens savent en fait que Bertrand Cantat a une relation avec Marie Trintignant. Il l'a accompagnée sur le tournage de Colette. Effectivement, c'est une relation qui est récente, hein. Elle a 1 an. Et finalement, le public, mais beaucoup de médias aussi, découvrent cette relation. La population est d'autant plus choquée que Marie Trintignant est bien connue dans l'Hexagone. Fille de Jean-Louis et Nadine Trintignant, 2 grands noms du cinéma français, elle est rapidement repérée par les professionnels du 7e art grâce à son timbre de voix grave et son regard profond. Elle va très tôt commencer une carrière d'actrice, chose à laquelle elle n'était pas spécialement préparée ou qu'elle n'avait même pas envisagée. Mais il va se trouver qu'elle va correspondre parfaitement au rôle principal du film Série Noire. Et ce sera sa première apparition à l'écran et elle va crever l'écran et on va se rendre compte que c'est vraiment une comédienne née. Donc elle va vraiment prendre la suite de la glorieuse famille Trintignant dans le cinéma. Côté vie privée, à 41 ans, Marie est la mère de 4 jeunes garçons, nés de pères différents. Une femme extrêmement attendrissante, tourmentée aussi, qui a eu plusieurs relations amoureuses extrêmement fortes, des enfants à chaque fois. Donc, on voit que c'est une femme qui, lorsqu'elle est amoureuse, se donne totalement. Originaire de Pau, Bertrand Cantat vient lui d'un milieu aux antipodes de celui de Marie Trintignant. Très vite contaminé par le virus du rock, il commence à écrire ses premiers textes à l'âge de 13 ans. C'est le fils d'un ancien militaire. Toute son adolescence sera nourrie de littérature. Voilà. Et alors qu'il est lycéen, il rencontre le guitariste de Noir Désir. Et ensuite, ils rencontreront le batteur. Voilà. Ce sont les 3 piliers de Noir Désir. Voilà. Et Bertrand Cantat, à ce moment-là, se cherche beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un de torturé. Juste le temps de battre des cils, un souffle, un éclat bleu, un instant. Bertrand Cantat, c'est une star énorme du rock. Noir Désir, c'est à l'époque le premier groupe français. C'est un groupe qui vend ses disques par centaines de milliers d'exemplaires, qui remplit les salles de concert, qui bourre les salles de concert. Donc à ce moment-là, Bertrand Cantat, il est au sommet de sa popularité. Je connais le tout Paris et puis le reste aussi, mes connaissances uniques et leurs pattes de jeu. Quand évidemment. En juillet 2002, Marie Trintignant cherche à s'imprégner du milieu du rock pour les besoins d'un film consacré à Janis Joplin. Elle demande alors à son amie Anne Cantat de lui présenter Bertrand. Donc Anne Cantat fait rencontrer à Marie son frère lors d'un concert de Noir Désir. Et là, Marie va pouvoir poser des questions au groupe sur le milieu du rock qu'elle ne connaît pas afin d'interpréter son rôle de Janis. Et entre Marie et Bertrand, il se passe quelque chose. Marie, qui d'habitude est quelqu'un de très extraverti, de très rigolote, semble toute gênée, toute timide, toute distante. Et pareil pour Bertrand, ils sont comme 2 ados qui viennent de tomber amoureux. Il y a un coup de foudre qui se produit entre eux. Et ça, tout le monde le remarque. Les 2 artistes sont alors tous les 2 en couple. Mais la passion prend le dessus. Et Marie quitte son époux, le cinéaste Samuel Benchetrit. Bertrand Cantat, lui, est marié avec une femme qui s'appelle Christine Aradi, qui s'apprête à donner naissance à leur 2e enfant. Et une fois que la petite, puisque c'est une petite fille est née, Bertrand Cantat vient vivre avec Marie Trintignant à Paris. Et là, il entre totalement dans l'univers de Marie Trintignant. En décembre 2002, le couple emménage ensemble. Dès lors, ils ne se quittent plus.
C'est donc sans hésiter que lorsque Marie part à Vilnius pour le tournage du téléfilm Colette, Bertrand la suit. Mais alors, que s'est-il passé sur place pour que leur relation devienne aussi explosive? Une fois rétabli de sa tentative de suicide, comment s'expliquera le chanteur face aux enquêteurs? Et la comédienne sortira-t-elle du coma? À Vilnius, le 29 juillet 2003, 2 jours après les faits, alors que Marie est toujours dans le coma, Bertrand est placé en garde à vue au commissariat central de Vilnius. Face aux policiers, le chanteur explique que son couple avec Marie connaissait de vives tensions à cause de leur jalousie respective. Pour apaiser la situation, le jour du drame, il avait décidé d'appeler son ex-compagne Christina pour prendre ses distances avec elle et ainsi sauver son histoire d'amour avec Marie. Il va contacter Christina Radi, donc la mère de ses enfants, pour lui expliquer que comme sa relation avec Marie Trintignant est extrêmement fusionnelle, ses relations avec elle vont être plus distanciées, plus froides. Et effectivement, à ce moment-là, il se dit, dans son esprit un petit peu tordu, qu'il attend la même chose de Marie Trintignant. Mais 1 heure plus tard, Bertrand tombe sur un SMS de Samuel Benchetrit, l'ex-compagnon de Marie. Un message qui va mettre le feu aux poudres. Il ne supportera pas cet écart entre ce que lui a fait avec Christina Radi, de la mettre un petit peu en marge de sa vie, et le fait que Marie Trintignant poursuive des relations, ma foi, normales avec le père de ses enfants. Donc il se sent trahi. Et c'est de là que commence à naître sa colère qui va s'amplifier au fil de la journée et qui va même encore s'amplifier par la consommation d'alcool, puisqu'on est à la fin du tournage. Il y a un énorme banquet. Dans ce banquet, énormément de bouteilles de vodka circulent et ça échauffe les esprits. Selon Bertrand Cantat, c'est à 22h30, sur le chemin du retour vers leur hôtel, que la tension serait montée d'un cran au sein du couple, déjà très alcoolisé. Et là, il y a une première tentative effectivement d'explication. Bertrand Cantat essaye de parler à Marie Trintignant de ce SMS, lui faisant comprendre que ça ne lui a pas fait plaisir. Et il y a un premier accrochage, puisqu'il la bouscule, il la pousse. Le couple regagne ensuite sa chambre. Le climat devient alors délétère. Bertrand veut s'expliquer une bonne fois pour toutes avec Marie. Les deux sont fatigués, Marie Trintignant parce que le tournage est compliqué, ils ont bu pas mal, ils ont tous les deux un caractère assez volcanique, et donc très vite la conversation tourne en empoignade, en bousculade. Face aux enquêteurs lituaniens, Bertrand avoue avoir porté 4 gifles à sa compagne dans le feu de l'action. Marie s'écroule alors, face contre terre. Au moment où Marie tombe et perd connaissance, Bertrand pense simplement que l'alcool a fait son œuvre et qu'elle est dans une sorte de sommeil alcoolisé, et tout simplement la porter dans son lit et l'aborder. Pris de remords et préoccupé par la scène qui vient de se dérouler, Bertrand tourne alors en rond dans la chambre d'hôtel. Et contre toute attente, vers 1h30 du matin, il décide d'appeler Samuel Benchetrit, l'ex-compagnon de Marie, qui se trouve alors à Paris. Bertrand Cantat lui explique ce qui s'est passé, qu'ils se sont disputés à cause de lui, donc Benchetrit l'écoute, etc. Il lui demande comment va Marie, et Cantat lui dit non, elle dort, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, donc il raccroche, et puis il le rappellera un petit peu, quelques temps plus tard, parce qu'entre-temps il est allé voir Marie, il a vu qu'il y avait un petit peu de sang qui coulait, il commence vraiment à s'inquiéter. Et c'est Benchetrit qui là commence vraiment lui aussi à s'inquiéter et qui lui conseille d'appeler Vincent Trintignant. À 5h du matin, le chanteur se résout donc à appeler le frère de la comédienne, qui préviendra ensuite les secours. À l'issue de son audition, le leader de Noir Désir est mis en examen pour violence volontaire et non-assistance à personne en danger. Il est immédiatement placé en détention provisoire à la prison de Vilnius. Alors, Bertrand dit-il toute la vérité? Était-ce réellement une simple empoignade?
Ou a-t-il voulu tuer délibérément sa compagne? Et surtout, y a-t-il encore un espoir de sauver Marie? À l'hôpital de Vilnius, les nouvelles sont mauvaises. À sa sortie du bloc, Marie est toujours plongée dans le coma et son activité cérébrale est nulle. Les proches de l'actrice, à son chevet, sont désemparés. Les parents de Marie Trintignant sont des parents totalement désespérés, qui veulent à tout prix sauver leur fille. Ils font venir un neurochirurgien connu pour une opération de la dernière chance. Ils vont tenter le tout pour le tout. Mais l'opération échoue. Le 30 juillet, 3 jours après le drame, la famille Trintignant prend la décision de rapatrier Marie en France pour qu'elle bénéficie d'autres soins. Malheureusement, dès le lendemain, l'actrice succombe à ses blessures à la clinique de Neuilly-sur-Seine. L'annonce en France, effectivement, a créé un choc, hein, voilà. Même si voilà, il s'est passé quelques jours. Et donc... Alcoolisé. En apprenant la violence dont a fait preuve le chanteur, les Français sont stupéfaits. Bertrand Cantat, c'est à l'époque une icône. Quelque part, c'est un modèle pour beaucoup d'adolescents. C'est quelqu'un qu'on considérait jusqu'à présent comme parfait. Et voilà, d'un seul coup, on découvre qu'il a commis l'irréparable. Je pense que chez les fans, il y a eu plusieurs attitudes en fait. Beaucoup ne veulent pas voir ce qui s'est passé à Vilnius. En fait. Pour eux, Bertrand Cantat reste l'icône intouchable. Il est impossible que Bertrand Cantat fasse mourir sous ses coups Marie Trintignant. C'est pas possible. Il est capable d'une énergie, d'une violence sur scène, mais pas de frapper une femme et de la tuer. Le 6 août 2003, la comédienne est inhumée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Plus d'1 millier de personnes font le déplacement. Et l'émotion est à son comble quand son père, Jean-Louis, prend la parole. Ne pleure pas celle que tu as perdue. Oh, au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. Pardon. On sent un amour hors norme entre les deux. Et l'image de ce père habillé en blanc, avec le visage terrassé par la souffrance et la douleur, c'est quelque chose qui va, je crois, empoigner une grande majorité de Français. C'est alors le début d'une véritable guerre des clans entre les soutiens du chanteur et ceux de l'actrice. Alors là, on peut dire que la France est coupée en deux. D'un côté, on a le clan Trintignant, de l'autre, le clan Cantat. Donc le clan Trintignant, c'est effectivement toute la famille Trintignant, le monde du cinéma. Donc il y a vraiment des prises de position très tranchées. Et puis de l'autre, on a la famille Noir Désir, la famille Cantat. Et ça devient une affaire médiatique. La tension est telle que certains n'hésitent pas à s'en prendre directement au chanteur.
Il y a des actes extrêmes qui sont commis, par exemple la maison de Bertrand Cantat dans les Landes est brûlée, avec toutes ces guitares, tous ces textes, tous ces souvenirs de famille. Tout ça est anéanti en une nuit. Il y a des radios qui décident d'arrêter de diffuser Noir Désir. Alors, comment se déroulera le face-à-face entre les deux clans lors du procès de Bertrand Cantat? Le chanteur maintiendra-t-il qu'il s'agit d'un accident? Et à quelle peine les juges lituaniens décideront-ils de le condamner? À Vilnius, le 16 mars 2004, 8 mois après le drame, le procès de Bertrand Cantat s'ouvre dans les locaux du ministère de la Justice. Une audience attendue par la France entière. Une ambiance très particulière et puis surtout deux clans quoi. Deux clans, les Trintignant à droite et les Cantat à gauche. Bertrand Cantat derrière le box en vert, complètement paumé. Il semblait vraiment un adolescent pris en faute, un peu affalé dans son box et beaucoup de tension. Tout l'enjeu du procès est de définir si oui ou non Bertrand Cantat a délibérément tué Marie. Une question qui divise les deux familles, mais aussi l'opinion publique. Tout le débat, à ce moment-là, c'est savoir est-ce que c'est une histoire de couple qui a mal tourné, une dispute, et puis elle est tombée. C'était la première fois que Bertrand Cantat levait la main sur une femme, et c'est un accident unique, malheureux, terrible, mais c'est un accident. Et dans l'autre camp, alors là c'est essentiellement Nadine Trintignant qui va porter ce discours-là, c'est de dire non, Bertrand Cantat c'est un sale bonhomme et c'est quelqu'un qui bat les femmes qu'il a aimées, voilà, c'est un habitué et c'est pas parce que c'est un chanteur de rock célèbre qu'on doit laisser passer ça. Pour savoir si le leader de Noir Désir est un homme violent, son ex-compagne Christina Radi est appelée à la barre. Elle va un peu sauver la mise à Bertrand Cantat. Elle va prendre la parole de manière extrêmement solennelle devant les juges lituaniens, devant les médias, pour dire que jamais Bertrand Cantat n'a levé la main sur elle. Et là, on se rend compte que finalement, Bertrand, c'est peut-être pas forcément le monstre que décrit une certaine presse, le monstre que décrivent certaines personnes, et que si son ex-femme, qu'il a quitté un peu plus tôt, vient le défendre, vient expliquer qu'elle n'a jamais été battue par Bertrand, c'est peut-être pas le monstre qu'on a décrit. À l'issue de 13 jours d'une audience sous haute tension, le chanteur est condamné à une peine de 8 ans de détention pour homicide involontaire. Une peine qui est loin de satisfaire le clan Trintignant. Le verdict, il paraît trop clément vraiment pour la famille Trintignant, ça c'est évident. Est-ce qu'en France, il aurait eu plus? C'est une autre question. Incarcéré à la prison de Vilnius, Bertrand Cantat multiplie alors les recours pour être extradé en France. Il va passer 1 an dans les geôles de Vilnius et au bout d'1 an, il sera rapatrié en France. Il va faire la suite de sa peine au Muret. Finalement, après 4 ans de détention, le 16 octobre 2007, Bertrand Cantat est libéré pour bonne conduite et placé sous contrôle judiciaire. Une décision qui crée une véritable onde de contestation en France. Mais alors, comment va se dérouler le retour à la vie normale du chanteur? Comment réagiront les proches de Marie Trintignant? Et quel terrible événement va à nouveau placer Bertrand Cantat au centre de toutes les attentions? Depuis sa libération en 2007, Bertrand Cantat est installé dans la région de Bordeaux. Le chanteur s'est rapproché de Christina Radi, son ex-femme et mère de ses 2 enfants. Sa relation avec Christina, elle est très ambiguë. Voilà, il vit quasiment avec elle. Elle reste son premier soutien et évidemment la mère de ses enfants. Donc il est très présent. Et là aussi, avec quelque chose qui va se dessiner au fil des mois, qui est une espèce d'exigence de Cantat vis-à-vis de Christina. Le 10 janvier 2010, 7 ans après la mort de Marie, un nouveau drame frappe de plein fouet
le clan Cantat. Sans aucune raison apparente, Christina met fin à ses jours à leur domicile familial. Bertrand Cantat dort dans l'appartement, il y a les enfants qui sont là aussi, et elle se pend en fait dans sa chambre. Et c'est leur fils aîné qui va retrouver le corps, qui va le réveiller Bertrand Cantat. Le suicide de Christina suscite beaucoup d'interrogations, mais aucun élément ne permet de mettre en cause Bertrand Cantat. Seulement, 3 ans plus tard, 2 journalistes français mettent la main sur un enregistrement téléphonique qui va faire grand bruit. Christina Radi avait laissé un message sur le répondeur téléphonique de ses parents en Hongrie, donc un message en hongrois, dans lequel elle raconte de manière assez explicite que Bertrand Cantat a été violent avec elle, qu'il l'a frappée, qu'il lui fait vivre un enfer, que cette situation est insupportable. Ces confidences, enregistrées seulement 6 mois avant la mort de la mère de famille, sidèrent les Français. L'ancien leader de Noir Désir se retrouve alors à nouveau dans la ligne de mire. Bertrand Cantat, c'est devenu pour les associations féministes une sorte de figure idéale du bourreau, du macho violent qui martyrise les femmes. On sait que Bertrand Cantat est capable d'accès de violence. Il l'assume déjà. Il l'assume dans ses premières interviews dans les années 90. Il dit oui, la violence, c'est quelque part, c'est un moteur chez moi. Je serais prêt à tuer quelqu'un avec mon énergie, Donc c'est vrai que c'est troublant quand on apprend ça. Une association contre les violences faites aux femmes intente alors une procédure contre le chanteur qu'elle tient pour responsable de la mort de son ex-femme. Mais faute de preuves, la justice décide de ne pas le poursuivre. Il n'y a pas de lien direct entre ce message et le suicide, puisqu'elle a laissé une lettre qui est entre les mains de la justice pour son suicide, où elle ne met nullement en cause Bertrand Cantat directement. Voilà. Malgré tous ces événements, qui ont terni l'image du chanteur, le 11 avril 2014, soit 12 ans après son dernier concert, Bertrand Cantat tente un incroyable pari. Il remonte sur scène avec un nouveau groupe, Détroit. Le retour de Bertrand Cantat a été très difficile, il s'est fait en plusieurs étapes. Et lorsqu'il va vraiment revenir avec son projet avec Détroit, là on va s'apercevoir que les gens ne l'ont pas oublié. Et les gens vont se précipiter pour aller le voir dans tous les zéniths. Ça va être une tournée absolument énorme à guichet fermé. Et puis surtout, Bertrand revient avec des textes superbes, avec des chansons superbes. Et musicalement, artistiquement, il est au même niveau qu'au moment où il est parti. Aujourd'hui, même si le chanteur est parvenu à reconquérir son public, les Français n'oublieront jamais le drame de Vilnius, qui a marqué toute une génération et reste gravé dans toutes les têtes. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en France, que deux stars de cette dimension-là, que l'une tue l'autre en tout cas, c'est du jamais vu. Quant aux proches de Marie Trintignant, ils ne se sont jamais remis de la mort brutale de la comédienne, dont la carrière a été brisée en plein vol. Pour son père, Jean-Louis, sa disparition restera à jamais une plaie ouverte. La dernière fois qu'il est intervenu, je crois, à la radio pour parler de sa fille, c'est avec la même souffrance qu'il s'exprimait. Le temps n'a pas effacé sa douleur et qui peut l'en blâmer. C'est compréhensible.